De l'actualité lyonnaise, 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être des nôtres ce matin. Donc, bienvenue à ce magazine qui décrypte pour vous les faits marquants les plus importants de la semaine. À la une de ce magazine, nous parlerons de marche et hier, c'était un grand rassemblement des motards qui a eu lieu dans la capitale des Gaules. Et ce matin, ils sont venus nous rencontrer et face à moi, je présente d'abord notre jeune journaliste stagiaire qui nous accompagnera pendant 2 mois. Marie de Monterno, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez le devoir ce matin de nous présenter nos invités. Qui sont-ils? Alors, tout à fait. Donc, ce matin, nous recevons le coordinateur et le coordinateur adjoint de la Fédération française des motards en colère, Éric et Julien. Bonjour. 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 Et nous recevons le docteur Emmanuel Contamin. Donc, il est pédopsychiatre et aussi superviseur de l'EMDR Europe. Et vous signez le livre Guérir de son passé avec le MDR et les outils d'auto-soin. Bonjour. Bonjour Marie. La question que j'invite tout de suite poser au docteur Emmanuel Contamin, qu'est-ce que c'est le MDR? Alors le MDR, c'est une méthode de thérapie des stress post-traumatiques. Quand on a vécu un événement qui nous a vraiment traumatisés, on a des symptômes qui peuvent durer pendant longtemps, des angoisses, différents troubles. Et donc c'est une méthode nouvelle, enfin assez récente, qui est à la fois validée scientifiquement et assez étonnante, où on fait se concentrer les personnes sur ce qui reste des traces dans leur mémoire du souvenir du traumatisme. On leur fait bouger les yeux et petit à petit on assiste vraiment à un retraitement du traumatisme pour qu'il devienne un souvenir ordinaire. Une centaine de motards a manifesté donc hier contre des restrictions de la circulation. Nous avons ce matin 2 motards qui semblent très studieux et très sérieux. Que se passe-t-il? Depuis 2 mois, on essaye d'obtenir un rendez-vous afin de discuter avec la métropole et la préfecture suite au texte qui a été édité par la préfecture du Rhône pour interdire, en cas de pic de pollution, tous les véhicules sans discrimination, de manière alternée en fonction du numéro de la plaque, plus une histoire de vignette qu'ils ont rajoutée, histoire de simplifier les choses. Nous, ce qu'on dit, c'est que les 2 roues, au lieu d'interdire la circulation des 2 roues le jour de pollution, il faudrait plutôt, au contraire, les favoriser par rapport aux voitures. On ne dit pas qu'un 2 roues ne pollue pas du tout, on dit qu'un 2 roues pollue moins qu'une voiture, surtout quand on considère que les pics de pollution sont dus aux particules fines qui sont dégagées d'une part à 30%, enfin moins de 30% par le transport routier, et dans ces 30%, il y a une bonne part qui vient des véhicules, des moteurs diesel, plus le reste c'est des particules qui viennent des pneus et des dispositifs de freinage. Alors, si on comprend bien, c'est que vous voulez être hors la loi, en fait. Là, une loi, un arrêté été signé, vous ne voulez pas le respecter. Ah, on la respecte actuellement. On demande qu'elle soit modifiée de manière à ce qu'elle soit adaptée plus à la réalité. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un véhicule 2 roues un jour de pollution plutôt que prendre un gros SUV diesel ce même jour de pollution? Oui, concurrent, pour vous, il faudrait qu'on revoie la loi. D'abord, c'est pas une loi, puisque c'est la préfecture du Rhône. Chaque métropole ou groupement définit des règles d'application en fonction des particularités locales. Il y a des communes, des métropoles où les 2 roues ne sont pas concernés. À Saint-Étienne, par exemple, lors des pics de pollution, ce n'est pas la recherche qui a été faite par la métropole. À Dunkerque, les 2 roues ont été exclus du dispositif. Hier, une centaine de vos copains, vous avez perturbé la circulation. On a un petit peu perturbé la circulation, mais bon, on aurait bien aimé éviter de le faire. Il aurait suffi qu'on ait une réponse à notre courrier. On a envoyé un courrier le 20 février en demandant une réunion. C'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Du 20 février au 20 avril, ça fait à peu près 2 mois. Voilà. Est-ce que la préfecture est dans son droit, dans les délais? On a envoyé ce courrier à la métropole, à la préfecture et aux mairies.
On a fait des relances. Y a pas, le délai, la moindre des choses, c'est de répondre à un courrier dans un délai raisonnable. Au moins de dire, on l'a pris en compte. Est-ce que vous êtes sensible à la pollution, à ben, l'environnement, à la protection de l'environnement? Nous Oui, c'est une question que je pose. Oui, tout à fait. Êtes-vous sensible? Est-ce que vous comprenez qu'à un moment, on a besoin aussi de respirer un peu lorsqu'il y a des pics surtout? Tout à fait, mais c'est dans ce sens. Est-ce qu'il vaut mieux, quand les gens sont obligés de prendre un véhicule motorisé pour aller au travail, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils prennent leur véhicule automobile diesel, avec lequel il va falloir qu'ils mettent un temps important pour aller au travail, ou prendre leur deux roues qui va dégager très 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 peu de particules fines pendant un délai plus court? On ne dit pas qu'il faut interdire l'usage d'autres moyens de transport. C'est sûr que si c'est pour aller chercher son pain, on va pas dire on va pas dire aux gens de prenez votre moto pour aller chercher votre pain. On dit simplement que quand vous avez un trajet à faire, par exemple Vienne, Lyon, comme beaucoup de gens le font pour le travail, ou Saint-Étienne, Lyon, il vaut mieux utiliser un moyen de transport moins polluant si on n'a pas de moyen de transport collectif à disposition. Vous êtes d'accord qu'avec moi que vous avez perturbé la situation hier? Ça c'est un fait, hein, c'est un constat. On a perturbé à partir du moment où on n'a pas eu de réponse. On a envoyé un premier courrier, une relance, on a fait une lettre ouverte, et tant qu'on n'a pas fait la déclaration de manifestation, on n'a pas eu de contact. Malheureusement, si les collectivités attendent qu'on leur fasse une déclaration de manifestation pour nous appeler, c'est à eux qui prennent la responsabilité de cette manifestation. Vous impliquez dans la deuxième question, savoir est-ce que votre événement d'hier a été efficace? Quelle efficacité pour un événement qui perturbe? L'efficacité, c'est que dès que la déclaration de manifestation, on a eu le retour que la communication publique a été faite, on a eu des contacts. Comme quoi, les collectivités attendent qu'il y ait les médias qui soient informés pour nous contacter. Bon, c'est dommage. C'est bien dommage qu'il en soit ainsi. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Nous recevons ce matin deux responsables des mots de la Fédération française des motards en colère. Ils sont venus nous expliquer le pourquoi. C'est bien cela, hein, vous êtes des motards en colère. Donc oui. le pourquoi de la manifestation d'hier, ils sont en train de, on va le dire avec nos mots, ils sont en train de faire pression pour que la loi qui a été prise en fin d'année dernière, soit modifiée en leur faveur. Il n'est pas seul, il est accompagné d'un de ses... Son adjoint, Julien Guigues. Julien Guigues. Honnêtement, si chaque groupement, là, hier c'était les motards en colère, demain si d'autres automobilistes bloquent la circulation, il y a deux ou 3 semaines avant, il y avait les auto-écoles qui ont également fait une opération escargot. Si tout le monde, chaque fois qu'il est en colère, bloque la circulation, à Lyon on ne roulerait plus. Ah oui, bien sûr, on ne roulerait plus, mais s'il pouvait y avoir une concertation avant qu'on soit obligé de s'énerver, on ne serait pas obligé de bloquer les rues. Déjà, votre appellation, c'est Fédération des motards en colère. Donc vous êtes toujours en colère. Et pourquoi? Non, nous ne sommes pas qu'en colère. Nous faisons aussi de la prévention. Et qu'est-ce que en prévention faites-vous concrètement? Alors en prévention, on fait de l'ERJ, de l'éducation routière pour la jeunesse. Donc c'est des interventions dans les collèges et les lycées pour leur parler équipement, freinage, distance de sécurité. C'est une sorte d'auto-école? Non, pas du tout. Quelle différence y a-t-il entre l'auto-école et ce que vous faites? Alors nous, c'est à côté de quand ils passent leur BSR. C'est-à-dire? Donc à l'école, ils passent leur permis pour avoir un scooter. Oui. Et nous, on est affiliés à ça pour pouvoir donner... En quoi cela consiste concrètement? Pouvez-vous nous décrire ce matin, pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité-là, comment ça marche? Alors, on est accompagné d'un professeur et on leur expose notre vision des choses sur pourquoi un équipement, pourquoi une assurance. Quand vous parlez d'équipement, de quoi s'agit-il? Donc du casque, des gants, pourquoi on met un jean et pas un survêt. D'accord, dans le matériel de protection. Voilà. Oui. Est-ce que les élèves, est-ce que cela les intéresse aujourd'hui? Oui, ils sont très réceptifs. Quelle est la classe, quelle est la tranche d'âge avec laquelle vous échangez? Alors, ça peut aller de 14 ans jusqu'à 20 ans. C'est tous les établissements qui vous reçoivent ou alors il y a cet établissement bien précis où vous intervenez? Alors, comme on ne fait pas beaucoup de publicité pour nos interventions,
On dirait que vous ne communiquez pas beaucoup. Parce que nous découvrons ce matin. C'est pas un tort, mais on constate que vous... Non, disons qu'on n'est pas non plus poussé par les pouvoirs publics pour qu'on rentre dans les établissements. Bon, là, c'est la faute du pouvoir public. Est-ce que vous-même vous faites de la démarche? Alors, toujours pareil, comme nous sommes que 2 intervenants sur le Rhône, on ne peut éventuellement pas prendre des jours de congé toute l'année pour pouvoir faire des interventions dans les lycées à notre grand désarroi. D'accord, donc vous êtes des bénévoles. Oui. Donc, la Fédération française des motards en colère fait aussi de la pédagogie pour sensibiliser, mais avec nos mots, c'est ça que je le dis, pour sensibiliser en fait la jeunesse au port du matériel de sécurité, des équipements de sécurité avant de prendre la route. Est-ce que cela est efficace? Depuis combien de temps vous le faites déjà, pour savoir? Alors pour ma part, ça fait 4-5 ans que je le fais. Ça m'est arrivé de revoir des anciens élèves qui m'ont redit mot pour mot ce que je leur avais dit il y a l'année dernière, quoi. Est-ce que ça marche? Je pense, oui. Parce que une chose est d'intégrer, d'entendre et de retenir ces consignes-là. Le plus important, à mon sens, c'est que cela soit appliqué. On voit beaucoup de jeunes qui se baladent en scooter, en deux roues, sans casque. Parfois torse nu, parfois là, les beaux jours arrivent, on les verra de plus en plus. Malheureusement, il y a toujours un faible pourcentage qui n'écoute personne. Bien. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons donc 2 responsables de la Fédération française des motards en colère. Apparemment, ils ne sont pas en colère contre nous ce matin, mais hier, ils étaient une centaine hier à manifester dans les rues de Lyon pour exprimer leur désaccord face à une loi qui a été publiée en fin d'année dernière. Après la manifestation d'hier, qu'est-ce que ça a changé? Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas d'une loi, je précise, parce qu'une loi, c'est quelque chose qui est national, donc on est obligé de respecter. Un arrêté préfectoral. C'est une circulaire, d'un arrêté préfectoral, oui. Donc ça ne concerne que la zone de circulation restreinte de Lyon-Villeurbanne, et c'est quelque chose qui est adaptable par chaque métropole. Donc c'est pour ça qu'on peut et on voudrait en discuter avec les autorités compétentes. Donc ça, c'est le premier point, j'insiste, parce que si on dit que c'est une loi et qu'on demande... Un arrêté préfectoral, on précise. On peut, et c'est quelque chose qui peut être évolutif, donc on ne dit pas aux gens de ne pas respecter la loi, on dit simplement qu'on voudrait que l'arrêté soit adapté aux conditions particulières de la métropole lyonnaise. Est-ce que vous pensez que vous êtes entendus? On l'espère, puisqu'il y a quand même des arguments réels qui justifient notre position. On ne demande pas ça uniquement pour le plaisir, pour qu'il fasse plaisir aux motards, mais les arguments principaux concernent justement l'amélioration de la qualité de l'air, puisque toutes les interdictions ou informations concernant la pollution depuis 1 an concernent uniquement les particules fines. Et les particules fines, donc les 2 roues motorisées, ça représente une quantité infinitésimale là-dedans. Donc, alors que vous remplacez une moto par un véhicule diesel, vous explosez le nombre de particules fines dégagées, puisque les embrayages de moto n'en dégagent pas. Les freins, freiner un véhicule de 300 kg par rapport à un véhicule d'1 tonne et quelques, on comprend qu'il faut moins d'énergie. Les pneus, déjà on sait qu'une moto a 2 fois moins de pneus qu'une voiture, et ils sont de plus petite taille. Éric Okoro, on comprend que vous connaissez très bien votre sujet, c'est très bien. Ce qui nous intéresse beaucoup ce matin, c'est ce que dit votre adjoint. C'est par rapport à la sensibilisation. Et je voudrais revenir dessus avant de vous laisser tranquille. Pas de problème. Dites-nous, combien d'établissements aujourd'hui sont intéressés par ce que vous faites? Alors actuellement, nous intervenons sur 6 ou 7 collèges et lycées au niveau du Rhône. Combien d'heures en termes de volume horaire par semaine à peu près? Ah, par semaine? Oui. Ah non, là c'est sur toute l'année. Alors, d'accord. Je veux dire, alors... Comment est-ce que vous intervenez? Quelle est la périodicité avec laquelle vous intervenez dans cet établissement? Alors, c'est à peu près au niveau du printemps, donc actuellement. Et on fait des interventions à peu près d'1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie. Par classe. Comment ça marche? Vous prenez une classe bien précise. Est-ce qu'on regroupe des élèves? On aimerait bien comprendre comment vous procédez. Alors, on fait par demi-classe, entre 15 et 20 élèves, pour pouvoir être plus proche des élèves, pour pouvoir répondre à leurs questions et à leurs attentes. Est-ce que cela les intéresse réellement? Oui. Et quelles sont les questions qui vous sont posées par ces jeunes? Plein de choses. Du genre, par exemple? Alors, ils parlent beaucoup du casque. Voilà. Qui semble beaucoup les déranger. Ça semble beaucoup les déranger parce que c'est une obligation.
Justement, pour les protéger. Oui, pour les protéger, mais on leur oblige. Nous, on leur oblige pas, on leur explique pourquoi il y a une obligation de porter un casque. Donc pour vous, c'est plus de la pédagogie. Oui. Est-ce que vous pensez que votre méthode marche? Alors c'est une méthode différente. Donc du coup, ça les interpelle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. On espère vous avoir prochainement pour nous parler, surtout puisque nous sommes en période, les beaux jours arrivent, ils sont là, et que régulièrement nous voyons nos jeunes, et parfois les plus grands, rouler en deux roues, parfois à contresens, souvent torse nu et sans casque. On espère que nous aurons l'occasion de vous avoir dans nos studios pour nous parler aussi de cette méthode-là. Avec grand plaisir. Pas de souci. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. En page politique de ce magazine, donc, grand rassemblement se joue pour les marcheurs à Lyon. L'équipe d'En Marche Lyon organise un rassemblement avec la plupart de ses soutiens pour une marche aujourd'hui à 15h sur l'esplanade de François Mitterrand à Confluence. À 8 jours seulement du deuxième scrutin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron jouent leur dernier atout pour convaincre le maximum de votants dans cette optique-là. Un rassemblement dont a lieu cet après-midi sur l'esplanade de François Mitterrand à côté du bâtiment de la région en passant par la place nautique, l'événement dont se terminera au musée des Confluences. Ce fait divers dont on a beaucoup parlé cette semaine à Lyon, en le Rhône, il tire à la carabine sur le patron d'un bar qui refuse de le servir. Un homme donc âgé de 41 ans souhaitant absolument boire une bière le soir 18 avril. Mais en se présentant au bar L'Escale à Turin, il a fait donc face au refus du gérant qui était en train de fermer son établissement. Par ailleurs, l'individu était déjà bien alcoolisé, sauf que cet habitant de Messimy n'avait pas dit son dernier mot, selon nos confrères du Progrès, dont il est donc revenu à la charge une demi-heure plus tard avec une carabine 22 long rifle cachée sous le manteau. On retourne vers notre invité qui nous est resté, qui est toujours là avec nous, c'est le docteur Emmanuel Contamé. Bonjour docteur. Bonjour. On parle ce matin de l'EMDR. Que signifie EMDR? Alors EMDR, c'est des initiales d'une expression anglaise, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire désensibilisation des émotions perturbantes et retraitement de l'image de soi négative par les mouvements oculaires. C'est vrai que c'est très scientifique tout cela. En des termes très simples, qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? En des termes très simples, c'est réorganiser la mémoire pour qu'elle digère les traumatismes. Oui. Oui. Docteur, comment ça marche concrètement? Concrètement, quand on a vécu un traumatisme, notre cerveau n'a pas enregistré l'événement comme un événement ordinaire. C'est pour ça que ça reste perturbant pour nous et que dès que quelque chose vient nous rappeler l'événement, ou même quand on dort, ça peut revenir sous forme de cauchemar, il y a tout d'un coup une réactivation de beaucoup d'images perturbantes, d'émotions, de malaise dans le corps, une image de soi qui peut être atteinte, et les personnes finissent par être très déstabilisées dans leur vie quotidienne, à éviter beaucoup de situations par peur que ça ramène tous ces souvenirs traumatiques. Donc, on commence par leur apprendre des méthodes de régulation des émotions, parce qu'il va falloir réactiver ces émotions pour les redigérer. Donc il faut qu'on maintienne les personnes dans un état de sécurité pour le faire. Et une fois que elles sont bien stabilisées, elles se reconcentrent sur tous les aspects de l'événement traumatique et on les guide avec les doigts pour faire des mouvements oculaires de droite à gauche et elles laissent se dérouler tout ce qui leur vient spontanément. Et on observe que petit à petit, il y a une réorganisation du souvenir qui se fait, la charge d'émotion diminue, il commence à y avoir des associations d'idées plus positives qui émergent, et à la fin du processus, la personne se rappelle de ce qui s'est passé, mais c'est plus quelque chose qui a une charge de perturbation pour elle dans sa vie d'aujourd'hui. À partir de combien de temps la chose négative part de...
Alors ça dépend des personnes et puis ça dépend surtout de leurs antécédents. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas eu de traumatisme dans sa petite enfance, c'est une personne qui a une bonne stabilité affective, qu'on appelle, on dit que c'est des personnes qui ont un attachement sécure, qui ont une bonne base de sécurité interne et qui ont un traumatisme unique à l'âge adulte, comme un accident de voiture ou une agression, ça peut se faire en 1, 2, 3 séances. Par contre, si c'est des personnes qui ont eu des traumatismes dans l'enfance, des violences domestiques, des abus sexuels, etc., là, ça peut prendre plus de temps. Donc, en résumé, cela dépend en fait de la dose de souffrance que l'individu a emmagasinée dans sa mémoire. La dose de souffrance, surtout l'âge auquel c'est survenu, et le fait que ça a été dans un contexte où il y avait une bonne sécurité dans la famille, ou au contraire, où les traumatismes ont eu lieu dans la famille. Quand on parle de sécurité, c'est-à-dire sécurité dans la famille, ça veut dire quoi concrètement? Une protection affective? Exactement, c'est-à-dire que les enfants ont besoin d'avoir des parents qui sont capables de leur donner de l'apaisement quand ils sont en détresse, qui sont capables d'être attentifs à leurs besoins, à ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, qui sont capables de les valoriser et qui sont capables de les protéger. Donc malheureusement, il y a encore assez souvent des situations de violence conjugale ou de violence sur les enfants. Et là, ça crée vraiment pour les enfants des situations très difficiles à intégrer et qui peuvent troubler l'organisation de leur personnalité. En résumé, vous essayez de nous dire que plus un enfant est exposé dans son cocon familial, dans le cadre familial, à la scène des violences, plus il est fragile si jamais un accident lui arrive dans la vie? Tout à fait. Pour un même traumatisme, il y a des études qui montrent par exemple que les personnes qui ont un attachement sécure, 5% vont faire un stress post-traumatique, alors que les personnes qui ont un attachement qu'on dit désorganisé, 60% feront un stress post-traumatique. Et donc vous, à quel moment vous intervenez? Lorsqu'une personne a donc eu un traumatisme quelconque dans la vie, votre intervention arrive à quel moment? Eh bien, ça dépend de la demande de la personne. On peut intervenir aussi bien très tôt, par exemple après les attentats ou après des situations de catastrophe. Il y a des cellules d'urgence médico-psychologique dans lesquelles de plus en plus des personnes sont formées à l'EMDR. Et il peut y avoir comme ça des protocoles qui prennent en charge des groupes qui se mettent en place très précocement après le traumatisme. Et parfois, il y a des personnes qui consultent extrêmement longtemps. On peut même voir une personne qui a été violée dans son enfance, par exemple, qui consulte à 70 ans parce que le stress post-traumatique continue à la perturber et on peut arriver à l'en débarrasser. Votre méthode est née quand et comment? Alors, elle est née en 1987, la première publication en 1989. C'est né en Californie, une psychologue qui a découvert ça un petit peu par hasard et qui après l'a testé scientifiquement assez rapidement parce qu'elle faisait une thèse. Et donc, c'est une méthode qui a eu cette chance de très vite avoir beaucoup de recherches scientifiques et une validation qui s'est faite assez rapidement. Alors, en France, la Haute Autorité de Santé a commencé à la reconnaître, je crois, dans les années 2008 ou quelque chose comme ça. Et l'Organisation mondiale de la santé l'a reconnue officiellement en 2013. Bon, c'est récent. Voilà, mais c'est assez récent, oui. Est-ce qu'en France, cette méthode est répandue? Alors en France, oui, il y a quand même, je crois, 1400 praticiens de cette méthode qui sont agréés par l'association EMDR France. Elle est, je crois qu'on peut vraiment dire, de plus en plus répandue, de plus en plus connue. Au début, ça s'est fait surtout par le bouche à oreille des patients, et puis maintenant, dans les milieux médicaux, c'est de plus en plus connu également. Alors je rappelle que vous êtes donc pédopsychiatre et superviseur de EMDR Europe. En quoi consiste ce métier de superviseur? Alors là, c'est une pratique justement, comme elle est assez récente, qui est assez bien encadrée. Et donc les praticiens qui se forment ont un processus de certification. Et après, tous les 5 ans, il y a une réaccréditation. Et pendant ces 5 années, ils doivent faire une formation continue avec un certain nombre de supervisions. Et donc, on travaille régulièrement comme ça entre
entre collègues pour améliorer sans cesse notre pratique et nous entraider. D'accord. Alors je rappelle votre livre Guérir de son passé avec le MDR et les outils d'auto-soin. Alors quels sont les autres outils d'auto-soin que le MDR? Alors le MDR en lui-même, c'est pas un outil d'auto-soin, c'est quelque chose qu'on fait avec un praticien. J'ai rajouté des outils d'auto-soin parce que plus on a eu des traumatismes importants et anciens, plus c'est important d'avoir des ressources pour apaiser ses émotions. Et donc, pour les patients qui sont dans ce cas-là, on leur apprend pas mal de méthodes de respiration, de connexion à des expériences positives, etc., etc., pour vraiment pouvoir eux-mêmes devenir de plus en plus autonomes pour s'apaiser quand ils ont des angoisses. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Qui vous joignez à nous à ce moment. Nous recevons ce matin le docteur Emmanuel Contamin, qui est pédopsychiatre, superviseur de l'EMDR en Europe. Il est également auteur de Guérir de son passé avec l'EMDR et des outils d'auto-soin, publié chez Odile Jacob. Docteur Contamin, dites-nous, quelle efficacité on peut attribuer à cette méthode? Alors ça a été très bien étudié scientifiquement et prouvé. En ce qui concerne l'état de stress post-traumatique, il y a une efficacité vraiment très importante et rapide. C'est vraiment la méthode de choix bien meilleure que les autres psychothérapies ou les médicaments. Et on étudie actuellement l'efficacité dans d'autres indications parce qu'il y a d'autres troubles qui peuvent être liés à des traumatismes psychologiques, soit des troubles anxieux, par exemple les personnes qui font des crises d'angoisse ou qui ont des phobies ou une anxiété généralisée. Certains troubles dépressifs qui peuvent être liés à un deuil ou à des pertes dans l'enfance. Voilà, donc il y a de plus en plus de symptômes, même des symptômes parfois de douleurs physiques, comme les douleurs des membres fantômes après une amputation, pour lesquels on a prouvé l'efficacité de cette méthode, et c'est très intéressant de l'expérimenter justement dans des situations cliniques assez variées. En termes de pourcentage, quand vous recevez des patients, combien en guérissent totalement? Pour un stress post-traumatique simple, on peut dire que quasiment tous. Pour les traumas complexes, comme je vous disais, qui ont eu lieu dans l'enfance, qui ont été répétés, c'est un travail qui est plus long, mais on peut vraiment espérer là aussi arriver à une guérison réelle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on a un travail qui agit réellement sur le cerveau, sur l'inscription dans la mémoire des traces du passé, et qui permet que les personnes se sentent plus enfermées, comme définies par leur passé, avec une image négative d'elles-mêmes qui vient perturber leurs relations. Marie de Monterno. Alors, sans briser sans briser votre profession, quel est l'âge moyen du patient qui vient vous voir avec un EMDR? Moi, j'ai vu des personnes de la naissance à 80 ans. Donc après, ça dépend de la pratique de chaque thérapeute. Mais moi, je vois beaucoup de jeunes adultes, par exemple. Mais on peut voir vraiment des personnes de tous les âges. D'accord. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est quand il y a eu un traumatisme qui a concerné toute une famille, on peut vraiment avoir une approche qui intègre toute la famille aussi. Parce que une fois que les parents sont eux-mêmes restabilisés, ils jouent un rôle de co-thérapeute pour nous aider à éponger le traumatisme de leurs enfants. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Nous recevons ce matin le docteur Emmanuel Contamin, pédopsychiatre et superviseur de l'EMDR en Europe. Docteur, dites-nous, comment arrive-t-on à vous? Parce que j'avoue qu'on ne vous connaît pas assez. Je veux dire, pas vous en tant qu'individu. Votre méthode, elle est très peu connue.
Qui oriente un patient vers vous? Alors, ce qui m'a frappé au début, c'est que c'était très souvent d'autres patients qui avaient bénéficié de la méthode. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, qui en parlaient dans leur entourage. Et quand même, maintenant, de plus en plus, les gens sont adressés par des médecins. Des médecins classiques. Médecins complètement classiques, oui. Des généralistes. Moi, j'ai parfois des collègues psychiatres qui pratiquent pas cette méthode, qui me l'adressent en disant, je pense que là, c'est vraiment le MDR qu'il lui faut, donc je te l'envoie pour ça. Parce qu'à la base, vous êtes psychiatre. Psychiatre, oui. C'est-à-dire que vous occupez des gens qui... vous parlez vulgairement des malades mentaux? Alors, quand on est psychiatre en libéral, on reçoit vraiment toute une gamme de difficultés différentes. Il y a des personnes qui ont des maladies mentales au sens de schizophrénie, maladie bipolaire, et puis il y a des personnes qui ont des troubles anxieux, des dépressions, des stress post-traumatiques, des difficultés très variées. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, certains médecins classiques vous envoient des patients? Tout à fait, oui. Est-ce qu'une personne toute seule peut faire ces démarches pour venir vers vous? Absolument. Une personne peut directement contacter une psychologue, psychothérapeute, psychiatre pour demander à travailler avec le MDR. Alors, il y a un annuaire des praticiens sur le site emdr-france.org qui répertorie tous les praticiens certifiés, donc où on est sûr qu'il y a une pratique en sécurité. Ça veut dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des malades qui peuvent vraiment témoigner, attester de ce que vous nous dites ce matin? Oui, tout à fait. Marie, vous m'aviez demandé des coordonnées. Il y a vraiment des patients qui sont très volontaires pour témoigner parce qu'ils ont été très heureux des bénéfices qu'ils en ont retirés, oui. Y a-t-il des déçus aussi? Certainement, hein, ça, je pense que ça existe inévitablement, mais honnêtement, c'est rare. Ouais. En termes de pourcentage, combien en a-t-il aujourd'hui par rapport à votre expérience? Qui sont déçus? Oui. Écoutez, déçus de la méthode vraiment de l'EMDR, je sais pas, peut-être moins de 5%, mais j'ai pas fait de statistiques plus précises. Hein. Marie de Monternon. Alors nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes donc superviseur EMDR Europe. Alors quelle est l'action de l'EMDR Europe précisément? Alors l'EMDR s'est développé dans tous les pays du monde. D'abord ça a été aux États-Unis et puis en Europe ça s'est développé dans d'autres pays avant même la France. Et maintenant tous les praticiens travaillent ensemble. Il y a chaque année un congrès européen des praticiens EMDR qui aura lieu en France en 2018 et on échange comme ça tous les travaux de recherche, toutes les expériences qui nous permettent de faire progresser cette pratique. Combien de praticiens sont répertoriés dans l'EMDR à Lyon à peu près? À Lyon même, on est assez nombreux, on doit être je dirais une soixantaine, une cinquantaine. Et en Europe, combien? Alors en Europe, je ne connais pas les chiffres, je suis désolé. Hein. Non, peut-être ce que je peux juste dire, puisqu'on parlait de l'international, c'est que très vite, on a eu aussi la conscience que la plupart des traumatismes avaient lieu dans les pays du Sud. Et donc, il y a eu très tôt des actions humanitaires pour transmettre cette méthode à nos collègues des pays du Sud qui n'avaient pas forcément les moyens de venir se former en Europe. Donc, il y a des équipes qui ont été formées en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et qui forment à ce moment-là, l'approche, c'est de former des praticiens du pays qui, comme ça, intégreront la pratique de l'EMDR dans leur culture et pourront le faire au bénéfice de leurs patients. Nous allons prendre quelques brèves et on revient vers vous dans quelques instants. L'homme était arrivé en France il y a 2 mois en provenance d'Italie. Âgé d'un de 34 ans, ce ressortissant albanais trafiquait sur le campus de la Doua et près d'un grand magasin discount de la rue de Marseille. Les policiers ont pu l'arrêter à l'aide d'un renseignement anonyme très bien détaillé. Donc après avoir perquisitionné plusieurs planques, les policiers lyonnais ont pu interpeller donc le dealer dans un hôtel de la rue Sébastien Griffe. Dans sa chambre, plus de 40 kilos d'héroïne et 1 000 € en liquide sont retrouvés. L'homme a reconnu rapidement les faits. Le tribunal des comparutions immédiates l'a condamné hier vendredi à 2 ans de prison ferme.
Toujours dans la rubrique des faits divers, dans ces 18 mois de prison ferme et 135 000 € d'amende pour avoir transporté 70 kilos de cannabis. Les faits se sont déroulés donc mardi dernier en mission. Sur l'A7, les douaniers lyonnais ont intercepté près de 70 kilos de résine de cannabis lors d'un simple contrôle routier. La brigade des douanes de Lyon a arrêté une voiture au péage de Vienne-Reventin. La fouille du véhicule a permis de découvrir une trappe dissimulée dans le coffre. L'homme a déclaré donc se rendre en Autriche après avoir passé 3 jours en Espagne. Il a été jugé en comparution immédiate hier vendredi toujours. Le tribunal correctionnel de Vienne l'a condamné à 18 mois de prison ferme, une amende de 135 000 € et une interdiction de territoire pendant 3 ans. L'automobiliste a été incarcéré à la suite de cette audience. Nous retrouvons donc notre invité de ce matin qui est le docteur Emmanuel Contamin. Il est pédopsychiatre. Il est venu nous parler de la méthode EMDR. Dites-nous, docteur, quels sont vos rapports avec les médecins classiques? C'est des rapports confraternels tout à fait normaux. Moi, je fais partie d'un groupe de formation continue des psychiatres libéraux, donc j'ai présenté à plusieurs reprises cette méthode. J'ai d'autres collègues qui s'y sont formés. On échange très volontiers dessus. Il n'y a aucune difficulté particulière. Ça veut dire en fait qu'ils accueillent naturellement et bien volontiers votre méthode, c'est ça? Ils l'accueillent très facilement dans la mesure où il y a vraiment une recherche d'une validation scientifique rigoureuse qui est faite et donc tout médecin est ouvert à reconnaître des faits, quoi. Et dites-nous, si on vous pose la question de savoir qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette méthode? La principale difficulté, en fait, c'est pas une difficulté technique, c'est une difficulté d'accès aux soins. C'est-à-dire que la plupart des pratiquants sont des praticiens sont des psychologues ou psychothérapeutes qui ne sont pas remboursés, sauf certaines situations d'accidents avec un tiers responsable ou des situations d'attentats, par exemple, où il y a une prise en charge. La grosse difficulté, c'est ça, c'est de pouvoir favoriser l'accessibilité à cette méthode pour les personnes. Est-ce qu'elle est coûteuse? Je veux dire, en termes de prix, en termes de coût aujourd'hui? Oui, quand c'est pas remboursé, il y a quand même un coût parce que c'est des séances qui sont assez longues, qui durent le plus souvent 1 heure. Donc, c'est ça la principale difficulté. Quelle est la durée de traitement classique? Alors, comme je vous disais, quand c'est un stress post-traumatique simple, ça peut être très bref, 2, 3, 4, 5 séances. Par contre, quand c'est des traumatismes complexes qui ont vraiment atteint le fonctionnement de la personnalité, là, ça peut être une durée beaucoup plus longue. Et à ce moment-là, c'est là où la difficulté d'accès aux soins financiers est importante. Est-ce que la guérison a un lien avec l'âge aussi? Alors, notre cerveau a des mécanismes de cicatrisation normaux, c'est-à-dire que la plupart des gens, face à un traumatisme, vont le digérer en quelque temps. Par contre, quand au bout d'1 an, on a toujours un stress post-traumatique, il y a très peu d'évolution avec l'âge. C'est vraiment fixé. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des personnes de 80 ans qui souffrent encore de traumatismes vécus dans la petite enfance, quoi. Au-delà de ce que vous nous avez expliqué au début, à savoir lorsqu'une personne dans sa tendre enfance, en grandissant, a eu l'avantage, ou plutôt la chance d'être dans un cercle familial assez protecteur, au-delà de ce critère-là, est-ce qu'il y a l'efficacité, est-ce qu'il y a, on va dire, la maîtrise même de la méthode par le pratiquant? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a ce processus d'accréditation et puis de formation continue, de réaccréditation, pour vraiment entraîner tous les praticiens à avoir le meilleur niveau de pratique de cette approche. C'est vrai que ça demande, c'est pas une espèce de protocole qu'on peut appliquer comme ça. Il y a quand même tout un savoir-faire, il y a aussi un savoir-être pour mettre justement nos patients dans un climat de sécurité qui va les aider à aller au bout du retraitement du traumatisme. Quelle est la formation classique d'un praticien du... Alors les praticiens EMDR peuvent être à la base soit psychiatres, c'est pas la majorité. La majorité sont psychologues ou psychothérapeutes. Et puis certains sont aussi des médecins qui se sont formés en plus à la psychologie ou la psychothérapie. Et toutes ces personnes ont une formation qui se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord 4 jours de formation
Après, il y a 2 fois 5 heures de supervision où on présente une vidéo d'une séance pour vraiment montrer qu'on maîtrise la façon de faire. Qui forme ? Eh ben, les formateurs, il y a c'est des praticiens EMDR qui sont très expérimentés, qui ont fait aussi un certain nombre de publications, de travaux, etc. et qui sont agréés au niveau de l'Europe. C'est vous qui coordonnez au niveau de l'Europe, vous avez dit ? Alors moi, je ne suis pas formateur, je suis superviseur. Mais il y a l'association EMDR Europe qui coordonne la formation des formateurs, la formation des superviseurs. Et il y a aussi l'agrément des instituts de formation, parce qu'il y a plusieurs organismes de formation. Marie Monterno. Quel est votre rôle de superviseur au sein de l'EMDR Europe ? Eh ben donc, moi, je reçois des collègues, soit à la fin de leur formation pour qu'ils me présentent une vidéo d'une séance, et puis je discute avec eux de leur pratique plus généralement, pour dire, OK, au nom de l'association, je peux certifier que cette personne va pratiquer le EMDR en sécurité avec les patients, ou pour lui dire, voilà, il faudra encore améliorer ça, et puis revenir me voir. Quels sont les critères pour rentrer dans la sphère, mais enfin dans les critères de l'EMDR Europe pour les praticiens? Pour les praticiens, pour accéder aux formations, il y a des prérequis, comme je vous disais, de formation initiale. Il faut être psychologue, psychothérapeute, médecin ayant fait des formations complémentaires ou psychiatre. Et puis après, on fait ce parcours de formation. Je disais première étape, 2 supervisions de 5 heures. Une deuxième étape encore de 3-4 jours de formation. Encore 2 supervisions de 5 heures. Et puis la certification. Docteur Contamin, merci d'avoir joué le jeu avec nous. Pour samedi prochain, nous irons chercher donc des témoignages des patients, ceux qui ont eu à être traités et savoir comment ils sont arrivés à vous et comment ils se portent aujourd'hui. On espère vous avoir prochainement dans notre magazine pour éclairer nos auditeurs sur l'EMDR. Eh bien, merci beaucoup à vous. Notre magazine arrive à son terme. Pour le préparer, vous servir ce matin, avec moi, il y a Marie de Monterneux qui est journaliste stagiaire et nous vient de l'EFAP, l'école de formation des attachés de presse. C'est bien cela, Marie? Tout à fait. Elle sera avec nous pendant 2 mois. Oui. Elle nous accompagnera. Cette voix dont nous vous sera plus étrangère samedi prochain. Dans vos délicates oreilles, je suis votre humble serviteur. On vous retrouve samedi prochain à la même heure. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.